Les gens voient dans la montagne uniquement la grimpe, quoi. Avec cette connotation un peu péjorative à nos yeux, quoi, la grimpe. Oui. Et confondre la montagne avec les mâts de cocagne, quoi. Voilà, c'était déjà Ça, c'est le grand alpiniste et pas alpiniste, le grand écrivain anglais Ruskin, il s'est levé contre ça. Déjà dès les premières ascensions, ascension du Mont Blanc, il disait que les montagnes, c'était les cathédrales de la terre. Il fallait les laisser à leur isolement, les respecter et ne pas s'amuser à monter en haut comme un acrobate monte dans un mât de cocagne à une fête foraine. Et sans aller jusque-là, nous pensons que ne voir à travers la montagne qu'un but pour se mesurer athlétiquement à elle, c'est très réducteur. Il y a un peu de cela aussi dans notre démarche, mais c'est une infime partie à nos yeux de ce qui nous amène vers la montagne et nous la fait aimer. Une profession de foi des plus étonnantes pour deux grimpeurs qui, depuis 60 ans, font des Pyrénées leur terrain d'exploration. Sans avoir jamais su faire un nœud de chaise, ni percer un seul trou dans la roche, ils ont ouvert les voies les plus difficiles des Pyrénées. De 1950 jusqu'au milieu des années 70, encordés à la taille et munis de quelques pitons et de coins de bois, ces frères jumeaux ont réalisé plus de 200 premières sur l'ensemble du massif. Les Pyrénées n'ont jamais été pour eux un tremplin pour la notoriété. Ici, il s'agit de toute autre chose. Les ascensionnistes, pour ne pas dire les alpinistes, sont ici des amateurs assidus qui se passionnent pour la découverte. Des intrépides en tout genre, des curieux, qui ont tous écrit quelques belles pages du pyrénéisme. Les Ravier, les seuls jumeaux de cette histoire, ont pris à cœur de terminer la conquête des Pyrénées. Leur parcours est une œuvre, un regard nouveau posé sur une vieille montagne qui enrichit encore cet état d'esprit si particulier, enfanté par la chaîne pyrénéenne et transmis à ses enfants. Le pyrénéisme, ça ne se résume pas à l'ascension de montagne. Ça peut être, c'est un attachement aux Pyrénées. Ça peut être de la manière la plus contemplative, comme un peintre, un écrivain, et donc un grimpeur aussi. Ouvrir une voie, c'est une certaine forme d'art, je pense, puisque ça, on retrouve, ouais, c'est une création, c'est un regard, ouais, un regard esthétique qui est important souvent, ouais. On le voit chez les peintres, quand tu regardes des vues de l'Ossau au 19e siècle. Des fois, des briques sont comme ça, l'Ossau, c'est des pointes qui n'en finissent plus. C'est génial, quoi. Et pourtant, ça se veut figuratif, quoi. C'est ça qui est... On prend le point le plus bas de la paroi, on remonte une grosse pente. Mais c'est pareil pour les grimpeurs, pour ceux qui ont innové sur les montagnes. Ça a été les voies normales, après ça a été les arêtes, et après on a commencé à regarder les faces, les lignes de faiblesse dans les faces, et après ça a été les piliers. Le regard, c'est ce que permettent les Pyrénées. Savoir où ont buté les anciens, connaître ses limites. La conquête avance par à-coups. On se souvient des exploits et aussi et surtout des échecs. Ainsi, le désir ne fait qu'augmenter. La course est imminente. Au fond du cirque de l'Esquin, les aiguilles d'Ansaber gardent la part dramatique de la mémoire des Pyrénées. Nous savions déjà par l'histoire du pyrénéisme que d'abord la conquête des aiguilles, la première ascension des aiguilles avait été tragique et ça personne ne l'avait oublié.
Et puis, c'est des montagnes qui, par rapport au reste de la chaîne, quoi, ont un relief particulier. Ce sont des aiguilles qui rappelleraient peut-être les Dolomites. Et nous rêvions d'y aller un jour. La course qui les a fait rêver, c'est la face nord de la Grande Aiguille, qui avait connu une série de renoncements dans les années 30. Les Raviers viennent à ce sommet mythique après 30 années où le pyrénéisme avait été mis en sommeil. Après un court apprentissage et surtout un repérage visuel, ils décident de s'attaquer à ce grand problème qu'il faudra bien régler un jour ou l'autre. Objet de bien des convoitises, cette paroi n'a pas encore capitulé. Attaquée en mains endroits, elle oppose partout une barre de surplomb quasi infranchissable. Nous disons quasi, ne connaissant pas la valeur des alpinistes qui pourront venir l'affronter. En relevant le défi lancé par Henri Barriot, le grand montagnard de l'Esquin, les Raviers et Guy Santamaria vont réussir 2 premières. Ils savent qu'une fois passé le surplomb, tout demi-tour sera impossible et qu'une longue journée ne suffira pas pour enlever la course. Ils se préparent donc à dormir en paroi, ce qui ne s'est jamais fait dans les Pyrénées. Ce n'était qu'un blocage psychologique, diront plus tard les commentateurs. Voilà une photo assez impressionnante de ce grand surplomb qui justement était l'obstacle qui avait arrêté nos prédécesseurs et les tentatives précédentes. Alors voilà la Grande Aiguille et la voie que nous avions faite se déroule dans cette grande formation en livre ouvert qu'on appelle un dièdre et le grand surplomb se trouve à ce niveau-ci. Et donc les tentatives précédentes avaient fait ce parcours-là et s'étaient arrêtées chaque fois là, au pied de ce toit, de ce surplomb. Alors l'itinéraire se déroulait là, on avait bivouaqué par ici, passé la nuit là, et puis le lendemain on était arrivé au sommet. La plupart des pyrénéistes qui réussissaient des courses difficiles, et même très difficiles, n'envisageaient pas de passer une nuit bloqué sur la paroi, pris par le temps, n'ayant pas eu la possibilité de terminer l'ascension. On s'est retrouvés en pleine nuit, dans la muraille, et les bergers d'ailleurs qui étaient dans la petite cabane étaient tout étonnés de voir des lumières en pleine muraille. Après 2 jours d'escalade, nous nous sommes perdus un peu à la redescente et nous sommes arrivés aux cabanes de bergers en pleine nuit. Aussitôt, les bergers nous ont accueillis. Et là, on voit la lettre que nous avait écrite le berger, que nous avons revu, que nous avons retrouvé bien longtemps après l'ascension, 35 ans exactement. Les pyrénéistes écrit François Trésary, par la simplicité de leur comportement, ont toujours été considérés par les gens de la montagne comme faisant partie des leurs. Aussi, à cette époque, à l'occasion de cet événement, j'avais été flatté de vous accueillir dans mon abri. Le berger est quelqu'un qui vit en permanence au plus près des sommets. Sa lettre donne tout son sens à cette course qui les fait entrer à la fois dans le petit monde fermé de la montagne et dans les annales du pyrénéisme. Mais il n'y aura pas d'autre rebondissement médiatique pour cet exploit qui restera comme il se doit entre Pyrénéens et dont la rumeur dépassera à peine le cirque de l'Esquin. D'où leur vient cette confiance, cette obstination tranquille, paisible presque, qui leur permet toutes les audaces. Ce sont des gens des Pyrénées, familialement. Et puis pour des amateurs de nouveautés, comme eux, les Pyrénées, lorsqu'ils ont commencé, offraient encore un champ
presque inépuisables de très grandes courses possibles. Elles étaient justement à réaliser. Et c'est eux qui les ont réalisées. Très tôt, la montagne occupera leur imaginaire. La montagne et la loi, la rigueur qu'elle impose. Nés à Paris, c'est de leur petite enfance, passée à cause de la guerre au pied des Pyrénées, qu'ils auront ce goût pour cette aventure méticuleuse qu'est l'escalade. Avec leur sœur aînée et quelques amis, ils exploreront les sommets alentours. Les jumeaux seront vite autonomes, prêts pour un face-à-face avec la montagne. Ils ne sont pas si nombreux, encore aujourd'hui, ceux qui se lancent sur les voies ouvertes du Vignemale. Les difficultés sont réelles. L'engagement à venir est lisible. Le versant nord, au glacier encore présent, fait de ce massif le plus alpin des Pyrénées et aussi le plus convoité depuis le début de l'histoire du pyrénéisme. Dans les années 50, les raviers y auront fait leur apprentissage, en commençant par les courses les plus difficiles. Le projet, de toute façon, était arrêté de faire l'ascension. Et c'était au programme dès le début de l'été 51. Le couloir de Gorbe devait y passer. Et c'est pas tellement technique, c'est dans un contexte presque romantique, pour ne pas dire romanesque, qu'il fallait passer par là, quoi, pour vraiment se sentir vraiment pyrénéiste. C'était une course ouverte il y a très, très longtemps avant, en 1889, et c'est resté pendant 45 ans une course non répétée, quoi. Cette ascension dramatique, c'est le spasme convulsif, il n'hésite pas, lui, et glorieux du pyrénéisme héroïque. Ça, on ne l'avait pas lu, je pense que Peraldi, on l'a découvert après. La légende veut qu'on ait mis les crampons à l'envers parce qu'on ne savait pas trop, on savait que ça se mettait aux pieds quand même, pas aux mains. C'était les crampons en fer forgé qui font rire maintenant les spécialistes de la glace. Emprunter le sentier des Oulettes, qui monte au pied de la face nord, c'est se retrouver dans le sillage du pyrénéisme de difficulté. L'ascension commence ici, sur l'unique chemin qui y mène. Ouais, à l'âge de 14 ans, la première fois que j'ai été au Vignemale avec un guide de Cauterets qui s'appelait Louis Battant, déjà ils avaient réalisé des grandes courses comme la face nord du Piton Carré ou le couloir de Gaume en hiver. C'est un massif où j'ai été beaucoup demandé en tant que guide. La face nord du Vignemale, par exemple, la voie classique, j'ai réalisé plus de 300 fois. C'est une voie que je connais par cœur. Et des voies plus ou moins difficiles. Il y a toujours une créativité, toujours des choses à faire. Là, à partir d'ici, en 1h30, on arrive au pied des parois, au pied de la face nord du Vignemale. Quand les raviers décident d'y ouvrir de nouveaux itinéraires, il ne reste que les parois les plus impossibles et les plus instables. Le couloir de l'Y, par exemple. C'est le dernier couloir qui était non gravi au Vignemale. Il avait suscité les projets, la convoitise d'autres pyrénéistes, mais en été, il y avait très souvent des chutes de pierre. Donc on a abordé la course au mois de mars. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu des moments difficiles parce qu'il y avait de la glace, on n'avait pas la technique qui existe maintenant, les crampons spéciaux. C'était évidemment très enneigé puisque c'est un versant nord. On a fait un bivouac très confortable derrière une corniche de neige. Une course mémorable dont on conserve un très grand souvenir aussi. D'ailleurs, on a eu un avis de Rémi Tivelle, et je suis bien plus impressionné par l'ouverture de l'Y en 65
et l'inconnu qu'il représentait alors que par ma répétition en solo et l'ouverture des Délinquants de l'inutile en 1994. Il fait allusion à des courses qu'il a faites extraordinaires d'ailleurs. Pour avoir une idée de la dimension et l'échelle de la montagne, aujourd'hui, 2 grimpeurs réalisent l'épreuve en nord de la Pique Longue, qui a été effectuée par Patrice de Belfond d'Espion, Raymond d'Espion. Ils sont à peu près à mi-parcours de la paroi. Il reste environ 7 à 8 heures d'escalade. Ils sont l'un à côté de l'autre dans un relais. Toutes les voies du Vignemale ont représenté un exploit au moment de leur ouverture. La longueur et les passages de mauvais rochers rajoutant à la difficulté. Sur ce massif du Vignemale, où on voit encore de très jolis glaciers, qui faisaient peur d'ailleurs aux grimpeurs, ils ont commencé à gravir sur le côté sud, où il n'y a pas de glacier. Ensuite, sur cette arête du petit Vignemale, en 1822. L'arête de Gobes, là-bas à droite, en 1902. Et par la suite, toutes ces parois ont été réalisées. La première en 1888 par Célestin Passet, à gauche, ce grand éperon, à gauche des Séracs. L'Aiguille des Glaciers, l'éperon nord-ouest de Chaussinck, en 1945. La face nord du Piton Carré par les frères Ravier. Le couloir de Gobes, cette grande cheminée qui est dépourvue de neige aujourd'hui, qui était en neige et en glace à l'époque. La grande paroi nord, c'est Henri Barriot qui a fait ça avec des amis en 1933. Et les frères Ravier se sont attaqués à ce grand dièdre jaune que vous voyez, qui a été une des plus dures voies ouvertes à cette époque, sur ces 900 mètres de paroi de la face nord du Vignemale. La voie du dièdre jaune au Vignemale, c'était la 2e tentative et au bout du 2e jour, j'ai été obligé de... Moi, je devais partir au Liban 48 heures après, en voiture. Je les ai contraints à abandonner la voie et je l'ai amèrement regretté parce qu'on n'était qu'à 2 longueurs du sommet. Alors on a redescendu toute la paroi en rappel. Et bon, la paroi du Vignemale, c'est pas tout à fait rien, mais bon... je les ai vraiment obligés. Et ils y sont allés 3 semaines après, je crois, ils ont réussi. Ils ont ouvert la voie en entier. Oui. On l'a gravi là en 1964, après 4 tentatives avant la réussite. Avec différents compagnons. Là, il y a eu Sylvain Sartou une fois, Marcel Kahn, Paul Bonenfant. Finalement, c'est en compagnie de Bernard Grenier qui nous a souvent tenu compagnie justement dans des ascensions difficiles. Que nous en sommes venus à bout. Il n'y a que les Raviers qui étaient capables d'y aller avec des collectives. Ils prenaient les copains à l'été, on va au dièdre jaune. On va essayer, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas fait. On va essayer le dièdre jaune avec Pierre-Paul ou Jacques, d'ailleurs. Ça fait sans doute partie des voies les plus dures de l'époque, ça c'est sûr. Quand on voit les longueurs qu'il fallait se taper, et quand on lit le compte rendu... Et quand on voit Pierre qui écrit une longueur vache, on sait à quoi il faut s'attendre, quoi. C'est un peu à l'image du pyrénéisme, les Raviers. Toutes générations confondues, c'est discret, voilà. Les gens ils font pas ça. Ils font ça dans la discrétion, un petit comité, avec de l'amitié autour de ça. Et puis ça se divulgue bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui encore plus. Cette discrétion, c'est une part importante de la méthode. C'est celle qui permet de rester concentré, de ne pas dévier de l'enjeu et de rechercher l'inédit. Cette discrétion, c'est celle de l'intimité, avec la montagne, avec un monde qui n'est pas encore banalisé. La première, l'attrait de la première, c'est de découvrir ce qui était jusque-là inconnu, que ce soit quelques centaines de mètres de rochers. Ça s'assimile un peu à l'esprit de découverte d'explorateurs autrefois dans la jungle ou même des navigateurs en mer. De découvrir les derniers lambeaux de désert, de virginité qui existaient encore dans notre monde, qui sont de plus en plus réduits, quoi. D'aller là où personne n'est allé,
d'imposer sa marque, sa cicatrice, comme dit Malraux, sur la terre. S'il y a un style Ravier, c'est peut-être là, dans cette manière de s'immiscer dans la montagne. Pour les Ravier, la voie existe, bien avant eux. Il ne leur reste plus qu'à la faire émerger, trouver le passage qui permettra d'aller au sommet. C'est ça la liberté, c'est l'invention de la voie. Avant les gourds blancs, peut-être. 1965, au pied du pilier de l'embarcadère de l'Ossau. Autre voie classée impossible. Pierre a dans la main la photo qui a déclenché leur désir. Jean et Pierre avaient un sens du rocher, de la montagne, de l'itinéraire, des intuitions sur les endroits où ça allait passer, où ça allait pas passer, sur le degré de difficulté des dalles. Et puis leur course était aussi minutieusement préparée. Ils avaient un répertoire photographique fabuleux. Bon, ils savaient très bien repérer dans une paroi tel système de fissures ou de petites cheminées qui permettraient d'ouvrir une voie plus directe que les précédentes. Tiens, voilà une préparation, là. Plan de bataille, j'ai mis avec un point d'interrogation sur cet éperon-là. Mais là, c'est pas très bien fait. Mais enfin, j'avais marqué tu vois, les grands fissures peu marquées, etc. Quoi. J'ai mis la hauteur. Je préparais davantage dans ma tête, dans la tête, les courses que lui, quoi. Mais lui, il était beaucoup plus efficace sur le terrain, il était efficace. Je lui faisais totalement confiance, alors on ne se posait pas de questions après, quoi. C'était un grimpeur, et c'est toujours d'ailleurs surdoué, qui a une facilité. Puis tu sais, le calme, ça compte beaucoup, ça. Moi, je le permets facilement en premier, là. Tu sais, quand tu as 10 mètres de vide derrière toi, tu te sais, si tu tombes, tu fais 20 mètres de chute, tu gamberges beaucoup. La chute, dans notre façon de grimper, de s'assurer, était un paramètre, comme on dit, qu'il fallait éliminer. Étant donné la façon de l'assurer, nous, on serait tombés. Très souvent, on partait tous les deux, quoi. J'ai connu la cordée de rêve. C'est-à-dire, si je suis ce que tu me dis, c'est la cordée où il y a une force supplémentaire qui vient d'ailleurs. Moi, je l'ai connu, ça. Mais j'ai pas de jumeaux. Alors peut-être qu'eux aussi, ils ont eu cette force supplémentaire qui existe dans certains cas, je sais pas. Peut-être oui, peut-être c'est ça. Hein. Être deux et un à la fois. Ça a peut-être suffi aux Ravier, qui n'ont pas eu besoin de se sentir mis en sécurité par un matériel sophistiqué. Pour eux, l'équipement était secondaire. Les Ravier, ils s'encordaient directement sur la corde, mais moi aussi, quand j'ai commencé, je m'encordais directement sur la corde. Je ne connaissais pas, les baudriers n'existaient pas, on n'y avait pas encore pensé. Raymond Despiau a ouvert de grandes voies avec les Ravier. Puis il a suivi l'évolution des techniques pour ouvrir des itinéraires vertigineux. Il a remisé les pitons de fer et les coins de bois qui permettaient de progresser et de s'assurer sommairement pour des moyens plus sûrs. On peut faire le choix de ne planter que des pitons expansion dans une paroi pour être sûr que tous les pitons seront très très bons, seront très solides, seront capables de retenir des chutes, etc. Moi, les quelques chutes que j'ai eues en escalade, en grimpant, ça a été un piton qui s'est arraché, un vieux piton. En 1964, j'ai été le premier dans les Pyrénées françaises à placer des pitons expansion. Alors quand on a fait le trou, ici, on met un petit coin que j'ai ici, là, petit coin, là. On remet ça dans le trou et à coup de marteau, on enfonce tout
et il y a expansion donc. Et ça tient très très bien. Alors ça m'a permis de faire ce que j'ai appelé le spigolo dans Saber. Ce magnifique éperon qui a un Saber, là, la petite aiguille d'un Saber, sur 300 mètres de haut, qui était impossible à réaliser sans piton à expansion. Grâce à ces pitons qui restent en paroi, les grimpeurs ont osé regarder les faces les plus incroyables. Et l'escalade artificielle a vite laissé la place à une escalade sportive, esthétique, prête à prendre tous les risques en évoluant librement. Mais les raviers continuèrent délibérément d'approcher l'escalade avec les mêmes outils. Pour eux, comme l'écrit Bernard Ami, la montagne aurait les prises qu'il faudrait. Je crois qu'on a toujours grimpé de la même façon, oui, oui. Avec les mêmes chaussures. Et c'est une technique très naturelle, quoi. Oui, oui. Pour marcher, il suffit de mettre un pas devant l'autre. Pour grimper, il suffit de mettre un pas au-dessus de l'autre. La distance. Ne l'ont-ils pas volontairement préservée? Ils travaillaient la semaine dans un magasin de pièces détachées d'automobiles, à Bordeaux. Ils ne sortaient pas plus d'une dizaine de courses par an. Je ne sais pas si on vous a parlé de leur forme d'entraînement préférée, qui est dans le magasin de pièces de rechange d'automobile, c'était de circuler d'étagère en étagère sans échelle. On les voyait, disons. Aller chercher une pièce comme ça, en écart entre deux étagères. Je crois que c'est la seule façon dont ils se sont préparés. Je ne les ai jamais vus faire de footing, bien évidemment, ni un quelque autre sport que ce soit. Rien, non, rien. On ne sait pas trop ce que ça veut dire le sens entraînement. Pour nous, il est beaucoup plus sur du domaine psychologique que physique, vraiment, quoi. Quand il faut mettre un coup de collier, on le fait très volontiers. Jusqu'à présent, on a trouvé assez de ressources en nous pour ne pas abandonner par suite de projets qui étaient trop au-dessus de nos moyens. La muraille de Pomby, au pic du Midi d'Ossau, est l'une des faces sud-est les plus attirantes des Pyrénées et la plus préservée. L'exposition, la bonne qualité du rocher en font un site unique en son genre. Francine Magroux, Rémi Thivel et Christian Ravier vont reprendre la voie jadis ouverte par les Raviers. Ouais, quand on répète, ça répond un peu à un rêve, une partie de rêve qu'on s'est construit en lisant les bouquins ou en entendant parler d'une voie. Et du coup, c'est un peu accomplir un rêve, quoi. Les Raviers ont laissé ici des pistes qui ne cessent de combler ceux qui sont capables, comme eux, de lire la paroi comme on lit un livre. La Sud-Est classique, voyageuse en pointillé, a été ouverte par Jean Ravier et André Armengaud en 1953. La seconde, plus directe, sera ouverte par les Ravier et Paul Boucher 11 ans plus tard. Et là, c'est chouette avec ces éclairages parce qu'on voit bien toute la ligne de faiblesse là. Ça démarre à gauche, clac, 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 ça traverse. Et après, tous les dièdres, les uns après les autres, alors, ça se dessine vraiment bien. On voit vraiment que c'est une ligne logique. Ouais. Après, ça passe derrière l'aiguille jolie, on voit pas du tout. Ça fait un grand couloir cheminé qui est à l'ombre là, qui est très facile. La fin, c'est rapide jusqu'à l'enjambée là. L'Ossau, c'est la montagne en majesté, comme jaillie du massif pyrénéen. Cette face à elle seule comporte aujourd'hui 25 itinéraires, dont 4 ouverts par les Raviers. En ne laissant aucune trace de leur passage, ils ont laissé aux suivants le bonheur de retrouver l'itinéraire. Quand on sait qu'on va y retourner, on se refait tous les passages dans la tête et la voix, on peut l'enchaîner dans la tête jusqu'à la sortie.
Ça suit une ligne évidente, complexe d'ailleurs. Quand on ne connaît pas la voie, c'est difficile de la suivre sans jamais se perdre. Ça reste soutenu tout le temps dans une difficulté, bon, pas extrême. C'est vrai que dans les voies ravies, on trouve souvent ça. Des parois qui sont austères, qui sont impressionnantes. Et puis il y a toujours un chemin qui est très intelligent et qui répond à la logique de la paroi. Et ça, c'est super, quoi. Le polisson de la chanson, soit dit en passant, de naturel concupiscent, qui se tâche, se met au café, sentir qu'elle. Je me soucie plus de chercher la voie, puisque ça vient tout seul, mais je découvre chaque fois des passages. Alors, des fois ça peut s'attacher à des morceaux de pierre, mais des morceaux de rocher, c'est rigolo, des prises même. On est vraiment sur les traces des ouvreurs, puisqu'il n'y a rien en place, si ce ne sont que quelques pitons. On est vraiment dans la recherche de l'itinéraire, dans la grimpe, un peu dans la peau des ouvreurs, oui. Un horaire classique, ça doit être 5 ou 6 heures. Un horaire rapide, c'est 3 heures. Ça dépend si on connaît la voie, si on est habitué à grimper en fissure. Le style d'escalade est particulier, c'est de l'escalade en fissure. C'est pas du mur avec des prises bien orientées. C'est souvent des fissures où il faut travailler comme ça en opposition. Et ça, c'est pas inné, quoi. C'est une technique un peu qui est particulière à l'Ossau. L'Ossau renferme l'œuvre des Ravier, dans toute son originalité. Ils ont ouvert ici 15 voies inédites, tant sur le Grand Pic que sur le Petit Pic. De remarquables intuitions, des premières, allant du voyage le plus sensible à l'extrême difficulté. Regardez, on allait faire une voie au doigt de Pomby. Peut-être des longueurs de corde, là, des 20 mètres les plus durs qu'on ait jamais fait à l'Ossau. Enfin, les plus haletants, les plus à suspense, quoi. On se demandait si tu allais passer quand même. Et puis finalement, mais ça a été juste. Ça avait duré 4 ou 5 heures pour faire 20 mètres, quoi. Oui, je me souviens un peu, oui. J'arrivais pas à fixer un piton. J'étais un peu trop court, quoi, un peu trop petit. Alors, il allait y avoir une intervention, je ne sais pas de quel ordre, parce que le successeur, celui qui est passé après, qui était un garçon beaucoup plus grand que Jean, lui a dit « Mais comment as-tu fait pour mettre ce piton ?» On ne s'est jamais expliqué, quoi. Oui, tu avais... Je me rappelle, celui qui était avec nous, là, l'ami disait « Allez, laisse tomber, redescends !» J'ai dit « Mais non, laisse-le faire, il va finir par passer. » Pour attraper la fissure, sans doute qu'il a dû sauter horizontalement.
en paroi. Je ne sais pas trop comment ça se fait. C'est ça qu'on appelle être surdoué en quelque chose, sans doute. Mais toutes leurs voix ont quelque chose qui fait que c'est une voie raviée, quoi. Quand on resitue dans le contexte de l'époque, l'année d'ouverture, un ouvreur moderne, il va peut-être passer tout droit en mettant des splits, des points fixes. Alors qu'à l'époque, on cherchait les lignes de faiblesse. Bon, alors là, par exemple, les raviers, ils avaient fait la ligne de faiblesse de la paroi. Et puis ils avaient vu qu'il y avait une ligne plus directe à faire. Donc c'est un autre esprit, mais ça reste une voie ouverte dans les années 60 et avec le style années 60 et le style ravier. Voilà, donc on ne s'attend pas à trouver une échelle à piton, on s'attend à une escalade de caractère, quoi. La directe, c'est tout aussi magnifique, mais en beaucoup plus dur, quoi. Dès la deuxième longueur, là, il y a une espèce de longueur en banane là, qui est athlétique. Ça fait plus penser à une escalade du style américain qu'on peut trouver au Yosemite ou dans des endroits comme ça, avec des fissures très franches et élancées. Qu'est-ce que ça devait être bien d'ouvrir cette voie à cette époque, d'être tout seul, d'avoir cette face pour soi, juste pour l'accorder et d'y aller, trouver l'itinéraire et ouvrir. Là, c'est vraiment, ça devait être un plaisir. Nous, à notre époque, on n'a plus cette chance-là de pouvoir ouvrir des itinéraires dans cette difficulté sur un si beau rocher. Et tout a été fait, quoi, maintenant. La Sud-Est, elle a ce petit plus que c'est tellement beau que voilà, qu'on y revient pour ça. C'est la continuité des beaux passages, quoi, qui fait la caractéristique, le plaisir de grimper dans cette voie, quoi. Il n'y a pas un mètre de vilain, c'est tout le temps du plaisir. Y compris la descente, qui a beaucoup de caractère, parce que généralement on descend par la voie des vires, qui est un cheminement complexe sur des balcons où il y a bien du vide, où on arrive à s'assurer, mais ça prend toujours du temps de descendre, c'est vraiment du terrain montagne. Et ça aussi, ça fait le caractère de ce style de voie, quoi. C'est un voyage de A à Z, ouais. Ça m'est arrivé avec des gens de mettre peu de temps à la montée, mais par contre de mettre beaucoup de temps à la descente. Parce que la descente, ça demande vraiment d'avoir le pied marin, comme on dit. Et voilà, c'est souvent incliné vers le vide. Voilà. Aller dans les pas des raviers, c'est prendre le temps. Ne pas chercher à imposer son rythme à la montagne. Tous les instants de la course ont la même valeur. La descente, ce lent retour au monde, avec l'esprit et le corps encore rassemblés par l'effort et la concentration, fait partie de ces instants les plus intimes qu'un grimpeur garde de ce voyage aux altitudes. Il est possible que les Pyrénées soient les complices des raviers, leur double. Montagne du Sud, loin des capitales, pas très haute, où il ne fait pas trop froid, aux rochers ingrats parfois, et pourtant à l'attrait inépuisable. Il y a des voies raviées par la sauvagerie de l'endroit.
Ils ont ouvert plein de voies à l'Ossau à une époque où c'était assez peu fréquenté, où les parois étaient assez peu fréquentées. Et petit à petit, ils sont toujours allés plus loin dans les Pyrénées, vers des sierras, notamment en Catalogne ou en Aragon, vers des sierras très isolées, où ils retrouvent ce qu'on peut appeler un esprit gravier de la montagne, c'est-à-dire le goût de la solitude, le goût de l'engagement aussi, la difficulté de se faire aider s'il y avait un problème. Et puis la paix, je crois qu'avant tout, ils mettent la paix des montagnes avant tout. En montagne, il leur semblait que le temps s'arrêtait, que le sentiment de liberté totale qu'ils y ressentaient était comme un bain de jouvence. Ils diront volontiers que s'éloigner ainsi du monde leur permettait de mieux y revenir. Quand ils partaient en montagne, non, ils ne disaient pas où ils allaient. Non. Leur mère et leurs épouses savaient bien qu'ils allaient faire des choses difficiles. Mais ça se passait toujours bien. Enfin, on sentait un petit peu d'émotion quand ils quittaient. Le moment difficile, c'était de fermer les portières de la voiture. Cette passion de la montagne n'est jamais entrée en conflit avec la vie qu'ils ont pu mener par ailleurs. De toute façon, tous leurs amis ont été requis à un moment ou un autre de leur vie de souffrir 1000 morts parce qu'ils avaient, sans méfiance, accepté de suivre les raviers dans des endroits peu recommandables. Mais c'était par gentillesse, parce qu'ils voulaient faire aimer les Pyrénées, parce qu'ils voulaient partager quelque chose avec eux, parce qu'ils pensaient que ça leur ferait plaisir. C'était dans les meilleures intentions du monde. Et puis, mais une fois sur le terrain, ils étaient très, très, très dévoués, efficaces, attentifs. Le 4, voilà. Le 4. Toi, tu voulais pas que je parte, bon, je partais avec eux. Tu voyais les cordes, les cordes avec la GS. Aïe, 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 terrain de camping, ils arrivaient nous chercher. Ah, ça y est. Oh là là. On a fait 3 escalades avec eux. C'est vrai que j'étais bien en sécurité. Ah ouais. Non, la première fois, non, on ne pensait pas d'en faire de l'escalade. Hein, parce que j'avais mon gilet. Mon gilet, tout ça, j'étais pas habillé. Je ne connaissais pas du tout la montagne, c'est vrai. Jacqueline Vérité s'est retrouvé un jour d'été, par une voie inédite, au sommet du Côtier-Lin. Un sommet peu convoité par les puristes et qui n'est pas des plus faciles. Livreur de pièces détachées pour le magasin des Raviers, ils se sont vus tous les 15 jours pendant 30 ans. Un pyrénéiste de passage qui est entré par hasard dans la sphère Ravier et n'en est jamais ressorti. Oh, c'était magnifique. C'est nos doigts qui prenaient pour aller escalader, puis nos genoux, nos doigts se tenaient les doigts. Jean était toujours premier, il disait « Allez, allez, allez ». Puis Pierre était derrière, il disait « Si, c'est bon ça. C'est bon ». Les gens du Nord qui disaient beaucoup, les gens du Nord. Ouais, oh, c'était bien. Le rocher était mauvais, qui disait Jean. Oui, il était difficile. Oui. Mais les mains, ils saignaient pas, mais presque. Ouais, il fallait se tenir. Hein. Ouais. Moi, j'ai découvert sensationnel que je n'oublierai jamais de ma vie. Oh, les Raviers sont forts là-dessus. Je me rappelle au sommet, ouais. On a monté la brèche, tout ça, puis au sommet, Jean et Pierre, ils disent ça y est, on est en haut. Je ne connaissais pas la montagne. Je ne connaissais pas vraiment le réel, comment dire, le réel. Il en est revenu modifié, bouleversé par cette expérience. La découverte de sa capacité à occuper un espace et un temps jusque-là insoupçonnés. C'est bien plus qu'une montagne. Quand on arrive au sommet, c'est formidable. Mais au-delà, il y a encore une vallée. Et on a envie d'y aller. Alors on cherche comment y arriver. Et puis on passe à nouveau un col pour aller comme ça d'un côté à l'autre des Pyrénées.
C'est vraiment ce que j'aime ici. Tu pars d'un endroit, et si tu te laisses séduire, tu vas d'un col à un autre, d'un paysage à un autre. Et alors que tu croyais aimer par-dessus tout l'escalade, ouvrir des voies nouvelles, tu réalises que tu es tombé amoureux de la montagne. Et tu entends l'appel des Pyrénées, comme une romance, qui dit « Viens, approche, viens nous voir ». Je connais les Alpes, je connais l'Himalaya, les Andes du Pérou et les montagnes du Maroc, mais ce sont les Pyrénées qui m'attirent encore et encore. Ils réalisent à voix nue ce qu'ils ont fait pendant 20 ans par correspondance. Parler des Pyrénées, des récits de course et de littérature. Ils ont été les rédacteurs de la revue Altitude, un lien très fort avec les grimpeurs espagnols, qui sont certainement aujourd'hui les meilleurs connaisseurs des voies ravillées. Et puis il y a les carnets de course, recopiés sur de grands cahiers, pour rafraîchir la mémoire sur les quelques 370 courses, dont 200 premières, réalisées entre 1947 et nos jours. Dans ces moments de solitude et donc de liberté, ils sont à la fois des experts, résolvant des problèmes, et animaux libres traçant leur chemin. Ils correspondent tout à fait à l'idéal du pyrénéiste selon Beraldi, auteur du XIXe siècle. Savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir. Les Raviers y ont ajouté « Regardez ». C'est Jean qui a filmé cette course aux Posettes en juillet 1980. L'ascension n'est pas que l'ascension le jour où l'on monte vers le sommet, où on en redescend. Il y a un en deçà important, avant très important. Et au-delà aussi, il y a le souvenir, il y a tout ce que une course peut susciter comme écriture, comme renseignement que l'on demande ou que l'on peut dispenser aux uns et aux autres. Oui, et cette course, à l'évoquer, on la revit, quoi. Et on peut donc la revivre plus souvent après, en évoquant les principaux passages d'escalade ou d'approche. Petit à petit, la course entre en nous et à partir d'un certain seuil, on se dit maintenant il faut penser à une autre. Et voilà. Et l'autre, on cherchera l'autre but à atteindre, à essayer d'atteindre. On verra. Ça viendra tout naturellement, quoi. Parce qu'on a honte, là, après plus de demi-siècle de montagne, avoir ces problèmes de cordes. Avec les cordes. Tu l'as pris comme un double ou un simple? Eh? Un simple. C'est de longueur de 30 mètres. Depuis si longtemps, on se retrouve toujours à 15 ans devant une paroi avec presque autant d'appréhension, de se demandant si on va pouvoir arriver au sommet. Il y a un peu de crainte au début et puis après la satisfaction est d'autant plus grande. Par-ci, par-là, on trouve encore quelle matière à combler notre besoin d'exploration, de découverte réelle sur un versant d'une montagne un peu oubliée, un peu à l'écart des massifs très fréquentés. Il y en a encore quelques-uns. D'une année à l'autre,
on arrive à trouver 1 ou 2 itinéraires qui nous comblent jusqu'à la saison suivante. Alors la prochaine, c'est un peu marqué sous le sceau du secret. Donc. Libres d'improviser. Encore une fois, ils ne diront pas où ils vont. La découverte des Pyrénées, le vaste monde pour Jean et Pierre Ravier, n'est pas terminée.